Piment et compagnie est un recueil de chroniques. Alors qui dit chronique, bien sûr, dit texte court, texte échelonné dans le temps. Et ce sont des récits donc, que j'ai écrits depuis un certain nombre d'années et que j'ai rassemblés pour les besoins de cet ouvrage que j'ai intitulé Piment et compagnie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un livre de recettes, ce sont des récits courts qui racontent soit un plat, soit un fruit, soit un légume, soit un condiment comme la harissa, un dessert ou un entremets comme l'arsida. Le point de départ est informatif, c'est-à-dire qu'on a le récit de la naissance de ce plat ou de l'arrivée de ce fruit ou de ce légume sur notre table, comment il a voyagé, comment il a parcouru les contrées, comment il est arrivé chez nous, et puis ensuite comment nous l'avons adopté et comment il s'est adapté à notre gastronomie. Et donc après cet apport informatif arrive notre couple emblématique, un couple hors du temps, un couple vintage, la Qmaira Siralela. Et que va faire Qmaira de cet aliment? Quelle histoire elle va monter? Quelle histoire domestique? Tout ça nous amène à parler de ce couple et de leur vie. Il y a une histoire derrière cette chronologie à l'apparence informative. Et il y a cette histoire au sein d'un foyer. Donc bien sûr arrive la famille, les amis, les parents qui sont aussi destinés à apporter une information supplémentaire. L'essentiel, ce qu'il faut retenir de ces chroniques, c'est un genre un peu hybride, j'allais dire, puisque dans ces chroniques, il y a à la fois de l'information et de la narration, et puis arrive au milieu cette histoire domestique qui est, ma foi, très savoureuse, très croustillante aussi, des fois assez coquine. Et la chute, bien sûr, je vous laisse découvrir, vous n'avez qu'à feuilleter et lire, et vous verrez bien comment arrive la chute de chaque chronique, qui est, je dirais, la partie la plus importante et aussi la plus difficile. Alors ce couple, bien sûr, ne vit pas seul, ont leur entourage, ont leur famille, ont leurs amis. Et donc toutes les fois qu'il a été question, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés aussi un petit peu dans la narration, ça a été mes coups de cœur aussi, parce qu'il a fallu les inventer, ces personnages, même si dans la réalité, ils existent quelque part partiellement, parce que je les ai aussi un petit peu arrangés, accommodés à ma sauce. Et donc ces personnages, toutes les fois, apportent le plus d'informations qui est nécessaire à l'aspect, au côté informatif de ces chroniques. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple le plus simple, c'est celui des pâtes. On ne peut pas parler de pâtes en Tunisie, nous sommes les seconds consommateurs au monde en termes de kilos et de têtes d'habitants. On ne peut pas parler de pâtes sans parler de l'apport, bien sûr, que tout le monde connaît, italien. Et donc, Qmaira appelle son ami Mario à la rescousse, qui lui donne les informations, pas seulement dans les pâtes, puisqu'il y a d'autres moments où il lui parle, par exemple pour le café. On ne peut pas parler de café non plus sans parler du rôle qu'a joué les commerçants vénitiens de l'époque. Et quand il s'agit par exemple de parler de cuisine thune ou de cuisine judéo-tunisienne, son ami Lili Boutboul, native de la Boulette, lui donne toutes les informations. Donc les personnages, ils ont un petit peu un rôle à jouer, de même que son ami Monjed. Alors Monjed, il s'appelle comme le dictionnaire, bien évidemment, puisque dès qu'il est question, par exemple, d'étymologie, Monjed arrive à la rescousse et lui explique le pourquoi du comment. Pourquoi du comment que souvent d'autres personnages contredisent, puisque Qmaira aussi sollicite Nana, sa grand-mère maternelle et préférée, comme elle dit, qui lui raconte les anecdotes, qui lui montre aussi les gestes du temps jadis, puisque il y a beaucoup aussi de souvenirs dans ce livre, de coutumes qui sont racontées, parfois en filigrane, parfois en direct, puisque Qmaira fait appel à ses mamies, ses tantes, qui lui racontent comment ça se passait autrefois, comment on faisait, les gestes quand elle fabrique la malsouqa par exemple, ou les gestes quand elle tourne la crème pour faire l'arsida. Et donc, je veux dire, c'est une mosaïque de plein de choses en fait, et c'est ça qui m'a amusée aussi. D'abord parce qu'il fallait choisir un titre qui raconte un petit peu cette pluralité de récits qui se superposent et de plats qui se chevauchent et de traditions qui se racontent. Et donc le piment, pourquoi? Parce que, déjà le titre, Piment et compagnie, on dirait Bonnie and Clyde, la grande famille de ces aliments qui sont tous les jours sur notre table ou sur nos étals et dont on sait pas vraiment dont on ne connaît pas vraiment les origines et dont on ne sait pas vraiment comment ils sont arrivés là. Alors le piment, parce que le piment, je trouve que c'est un symbole très piquant, très épicé de ce qui se passe en fait dans les cuisines. C'est que le piment n'est pas natif allez dire un Tunisien que le piment n'est pas tunisien, il ouvrira des yeux ronds comme des soucoupes.
Il n'est pas tunisien, effectivement. Il est arrivé dans nos assiettes, certains disent par les Espagnols, d'autres disent par l'arrivée des Andalous. En tout cas, ces cultures maraîchères sont arrivées, elles se sont installées, elles se sont adaptées, nous les avons adoptées et le piment est devenu bien tunisien. La preuve en est notre harissa national qui est au patrimoine universel de l'humanité et que je souhaitais aussi mettre en valeur. Et j'ai ajouté donc en sous-titre Chronique gourmande de Méditerranée parce que notre alimentation et notre cuisine, elle est bien méditerranéenne et souvent les plats circulent et il y a qu'à voir par exemple la shakshuka ou la slatan shouya ou zata, tiens, pour ne citer qu'elle, qui circulent en Méditerranée et bien sûr qui prennent d'autres noms, qui prennent d'autres allures, qui appartiennent à ce monde méditerranéen et pas que méditerranéen, puisque par exemple quand il est question de la harissa, on se rend compte que oui, cette préparation que nous appelons harissa, elle existe aussi dans d'autres pays qui cultivent le piment sous d'autres aspects. Et donc ce côté multiculturel et coloré m'a plu pour le titre. Et d'ailleurs, la couverture est un de mes tableaux, qui n'était pas destiné à figurer comme couverture. Tableau qui a suscité le titre qu'a appelé le tableau en couverture. De base, j'avais fait un autre tableau dans lequel on retrouve les ingrédients de base de la shakshuka, c'est-à-dire un oignon, une tête d'ail, un poivron, un piment, une tomate, etc. Et puis au final, quand on s'est fixé sur Piment et compagnie, c'était aussi un petit peu en pensant à ce tableau qui figure en couverture de ce livre. La chronique qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est celle qui parle de Rosata. Alors je vous laisse deviner, pour les lecteurs, le titre de cette... Ça s'appelle pas la Rosata, bien entendu, sinon ça serait trop facile. Je vous laisse chercher, avis aux amateurs et aux curieux. C'est celle qui m'a donné le plus de difficultés. Et donc, vous m'avez posé la question tout à l'heure, comment je fais pour trouver mes informations. Eh bien, je suis entourée d'universitaires, des personnes éminemment charmante et toujours serviable. Et donc, quand je coince quelque part, quand je ne fais pas appel à des professionnels de la gastronomie ou à des références bibliographiques, je fais appel à mes collègues qui sont historiens. Certains sont spécialistes dans le domaine des recherches gastronomiques. Et donc, pour la Rosata, ça a été galère, j'allais dire, puisque j'ai cherché. Au final, j'ai trouvé des choses très intéressantes, notamment sur la préparation et puis sur les appellations également de cette Rosata qui a fait le tour de la Méditerranée. Voilà encore un point qui justifie le titre. Donc la Rosata que l'on retrouve sous la forme de Orzata, que l'on retrouve sous la forme de Horchata, que l'on retrouve sous la forme de la maltaise Lugata. Et alors, je suis tombée sur une information qui m'a interpellée aussi. J'ai pas mal galéré, mais enfin, la recette de cette Lugata, on la retrouve dans un manuscrit du XIVe siècle parce qu'elle aurait été préparée lors de la signature d'un traité entre le roi de Pologne, je crois, et je ne sais qui d'autre. Et ça s'était passé justement à Malte où on avait servi cette fameuse Lugata. Et donc, comme quoi on ne se refait pas. L'étymologie, comme les différentes formes que peuvent prendre l'appellation sont éminemment intéressantes pour les chercheurs, notamment les linguistes. Et donc ce parcours de cette recette à travers la Méditerranée et les différentes formes prises à la fois par la recette et par le nom qui lui a été attribué ont été des moments de recherche particulièrement savoureux, même s'ils ont été parfois pénibles.